Shalom. Et je vais raconter deux petites histoires que j'aime beaucoup raconter normalement quand on fait des conférences. Et à la fin, je raconte toujours ces histoires, mais là, on va prendre 5 à 10 minutes maximum pour raconter ces deux histoires. La première histoire, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire qui s'est passée à Bnei Brak. Exactement les dates, je ne sais pas, mais c'est une histoire qui est... Et la deuxième histoire, c'est un parabole pour nous en tant que parents à comprendre des choses. La première histoire, c'est, vous savez, il y a une ville en Israël, elle s'appelle Bnei Brak, qui a à peu près 70 000, 75 000 habitants. Et cette ville, il n'y a pas un poste de police là-bas. Il y a 0% de criminalité, on n'a pas besoin de la police. C'est une ville qui est des religieux, qui est des barbus, qui est des rabbinim. Il y a beaucoup de yeshivot, beaucoup de synagogues. C'est quelque chose de... Nulle part au monde on peut voir une chose pareille. On raconte là-bas une histoire qui s'est passée il y a quelque temps, qu'une femme, elle est sortie de mikvé. Et vous savez, les mikvés, je ne sais pas comment ça se passe en France ou à Canada, etc. Les mikvés en Israël, quand la plupart des mikvés, ça appartient aux mairies. Et quand ils construisent là-bas les mikvés, ils font en sorte que ce soit dans des rues sans issue, qu'il n'y a pas beaucoup de passages, etc. pour que ce soit les plus discret possible. Il y a une femme qui elle est sortie des mikvés. Je crois, d'après si mes souvenirs ils sont bien, ça s'appelait Mikvé Vizhnitz à Bnei Brak. Et en sortant de mikvé, elle n'avait rien sur elle, c'est un petit sac comme ça, parce que on donnait tout là-bas au mikvé, elle n'avait pas besoin de prendre avec elle. Mais comme cette femme, elle avait l'habitude toujours de prendre quelque chose pour ne pas sortir sans rien, elle avait un petit sac, un portefeuille sur elle comme ça. Et quand elle était dans la rue sans issue, il y a un jeune homme de 16 ans qui s'approche d'elle et il lui arrache le sac. Et elle savait qu'il n'y a rien dans le sac, mais c'était comme ça, dans la tête, elle ne lâchait pas. Et lui, il a attrapé, au moment qu'il a arraché, cette femme, elle est tombée. Et sa tête, elle a touché le coin de trottoir. Et elle a eu une hémorragie interne, il fallait la ramener à l'hôpital. Et elle est morte quelques heures à l'hôpital. La police, elle a pu arrêter ce jeune homme. Ils ont pu arrêter ce jeune homme. Et pendant les 7 jours de deuil, les parents de ces garçons-là, ils habitaient à Bnei Brak. C'est une famille religieuse, mais que l'enfant a mal tourné. Comme ça peut arriver chez beaucoup de bonnes familles comme ça peut arriver. Et vous savez, dans les milieux religieux, c'est une halakha, on ne va pas voir la police, on évite d'aller voir les tribunaux civils, etc. On essaie de régler tous nos problèmes déjà entre nous, et si on n'arrive pas, alors on a des borerim, on a des dayanim, on a des rabbanim, on essaie de régler les problèmes entre nous. Alors cette femme, pendant les 7 jours de deuil, elle est partie voir cette famille, qui est leur maman, qui est la femme, elle est décédée, pour faire condoléances. Et elle s'assoit là-bas, il y avait beaucoup de va-et-vient. Au moment que la maison, elle s'est vidée, la femme, elle se présente au mari, et elle lui dit, voilà, je me présente, condoléances, et je suis la maman de ce jeune homme qui a fait ça, et je demande mechila, parce que c'est un devoir. La punition, c'est autre chose, mais c'est un devoir déjà de demander pardon. Je demande pardon au nom de mon fils, au nom de mon mari, de toute ma famille. Mon mari, il n'a pas osé devenir, mais on demande pardon. Alors le mari, il a commencé à s'énerver. Il a dit, comment vous voulez qu'on vous pardonne sur une chose pareille? Regardez qu'est-ce qu'il a fait votre fils. Ma femme, elle m'a laissé avec 7 enfants, et en plus, ils avaient que des filles. Ces filles, ils ont besoin de leur mère pour parler avec elles des choses qu'une fille, elle peut parler avec sa mère. Il a commencé à crier, la femme, elle essaie de le calmer, lui, il n'a pas voulu. À la fin, la femme, elle s'énerve et elle lui dit, écoutez, monsieur, je vais vous raconter quelque chose, vous me laissez 2 minutes. Il lui dit, vous savez, nous, on n'est pas une famille de religieux depuis toujours. On a fait tchouva à peu près il y a 10 ans. Mon mari travaillait chez IBM à Herzliya et on ne faisait pas Shabbat, ni Pessah, on ne faisait rien du tout. Même Kippour, on ne faisait pas. Mais une seule mitzvah qu'on faisait, que ma mère, elle m'a appris et que j'ai insisté avec mon mari qu'on le fasse, c'était le mikvé. On respectait le mikvé comme il faut. On dirait des orthodoxes, c'est la seule chose qu'on a fait. Et comme mon mari travaillait chez IBM, un jour il fallait qu'il voyage aux États-Unis pour faire une conférence. Et j'ai voyagé avec lui. Et quand on était dans l'avion, j'ai fait les comptes de mon mikvé, j'ai calculé, je me suis rendu compte qu'au moment qu'on atterrit à New York, il faut que je cours tout de suite au mikvé parce que j'ai vu les horaires, parce que c'était le soir de mon mikvé. J'ai dit à mon mari que dès qu'on atterrit, on récupère les valises, on ne récupère pas la voiture, on n'aura pas le temps.
on va récupérer la valise, on va prendre un taxi. Et j'ai pris avec moi l'adresse de Mikvé parce que je croyais que ça devait être 2 ou 3 jours après. Mais j'ai dit à mon mari, on va aller directement au Mikvé. Mon mari m'a dit, il n'y a pas de problème. Et quand on a atterri à New York, on a récupéré vite nos bagages, on a pris un taxi, on est arrivé au Mikvé. Et de loin déjà, je vois la femme en train de fermer le Mikvé. Elle dit, je vois dans le taxi déjà qu'il y a la femme en train de fermer le Mikvé. J'ai laissé mon mari régler le taxi, j'ai couru chez cette femme-là, j'ai dit, écoutez madame, c'est l'heure, je viens d'arriver, je suis prête, je me suis préparé dans l'avion, tout ce qu'il faut, laissez-moi. Et la femme, elle n'a pas voulu, elle m'a dit, écoutez, j'ai un mariage, c'est tard, je suis invité, mon mari m'attend, je suis obligé de partir. Et elle n'a rien voulu savoir. J'ai dit à cette femme, écoutez madame, nous on n'est pas religieux, on fait rien du tout, on fait que le mikvé. Et si tu ne me laisses pas me tromper au mikvé, mon mari ne voudra pas attendre encore une nuit. On doit dormir à l'hôtel, il va se passer des choses. Et la femme, elle n'a rien voulu savoir, elle a fermé le mikvé, elle m'a laissé dans la rue comme ça. Et je ne savais pas quoi faire, je suis retourné dans le taxi, j'ai dit à mon mari que je n'ai pas pu. Et on est rentré à l'hôtel et il s'est passé qu'est-ce qui s'est passé. Et de cette union-là, de cette nuit à l'hôtel, c'est mon fils qui est né, de 16 ans, qui a tué votre femme. Cette femme, elle a dit au mari, quand j'ai vu l'article dans le journal, qu'est-ce qu'il a fait mon fils, il avait la photo de ta femme. Quand j'ai vu la photo de ta femme, ça m'a rappelé la même femme qu'elle m'a refusé le mikvé aux États-Unis il y a 16 ans. Est-ce que vous n'êtes pas des nouveaux émigrants, vous n'êtes pas de Olim Khadashim des États-Unis? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que ta femme c'était la balanite, c'était la femme qui elle travaillait au mikvé? Il lui a dit oui, c'est exactement le mikvé. Il a dit alors voilà, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a puni cette neshama par cette neshama qui est venue ici, sur terre, et l'autre neshama qu'elle a fait descendre ici, qu'elle n'a pas laissé aller au mikvé. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, des fois on ne comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait les choses, mais Akadosh Baruch Hu, le seul qui connaît les comptes, il sait le pourquoi et le quoi, etc., etc. Et là, le mari s'est calmé, etc. Ok, la suite de l'histoire, après, qu'est-ce qui s'est passé avec le fils? Et la justice, exactement, je ne sais pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important de cette histoire, l'enseignement qu'on peut tirer, qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement, Baruch Hashem, les choses, comment il faut les faire. Ça, c'est une histoire que j'aime raconter à la fin des conférences, quand j'ai fait des conférences pour les dames. Et en général, il y a une deuxième histoire. C'est pas une vraie histoire. Je l'ai lu dans un livre. C'est une femme, elle avait un fils qui avait 8 ans. Cette femme, elle n'avait pas son mari. Le fils de 8 ans, il était très dur avec sa mère. Parce que cette mère, elle avait un problème physique. Elle n'avait pas d'œil. Et à l'époque de cette histoire-là, celui qui n'avait pas d'œil, il mettait un bandage, comme Moshe Dayan, etc. Aujourd'hui, il y a des choses plus esthétiques qu'on met. Mais à l'époque de cette histoire, cette femme, elle ne mettait pas le bandon, elle avait un trou, elle avait des choses qui coulaient, c'était très sale. Et le fils, chaque fois, il embêtait sa mère, il a dit, maman, je ne veux pas qu'on mange ensemble à table, parce que tu me dégoûtes, c'est sale. La mère, ça lui faisait mal d'écouter de son fils. C'est le seul être qu'elle avait au monde. Son mari n'était pas là, elle n'avait pas de famille, cette femme-là. Et son fils, chaque fois, il a taquiné. Même il a interdit à sa mère de venir à l'école. Il ne voulait pas que ses camarades voient qui c'est sa mère. Il avait honte. Chaque fois, il disait à sa mère, maman, je ne veux pas que tu viennes à l'école, etc. Ok, on ne va pas rester longtemps sur l'histoire. Les années passent et le fils grandit. Il arrive en classe de 3e, comme toujours les classes de 3e, c'est les classes les plus difficiles, les orientations, etc. La mère, elle était convoquée. Et la mère, elle était obligée d'aller. Et comme par hasard, c'était l'heure de la récréation. Et la mère, elle rentre, et la cour, elle était juste devant la rentrée principale de l'école. Et tous les élèves voient cette femme-là, qu'elle rentre, qu'elle n'a pas d'œil. Et tous les élèves criaient, oh, il y a une sorcière, il y a une sorcière. Son fils, quand il a entendu ça, ça lui a dit quelque chose. Tout de suite, il a regardé, il a reconnu sa mère. Il a passé devant sa mère, il a dit, maman, ce soir, c'est ta fête. Je t'ai interdit de venir à l'école et tu es venu comme ça, en plus, devant tous mes amis. La mère, comme toujours, elle pleurait, la pauvre, elle pleurait des larmes, du sang dans son cœur. Elle aimait tellement son fils, mais son fils, toujours, il la rejetait. La mère, elle va voir le directeur. Ok, elle règle qu'est-ce qu'il y a à régler. Et elle rentre chez elle. Mais elle a peur de son fils. Ce soir, il va rentrer à la maison. Elle ne sait pas, et la pauvre, elle a peur. Le soir, le fils, il rentre à la maison, il lui fait un scandale, même il lui lève la main. Ok, les années passent. Le fils, il finit ses études. Il a eu son bac avec mention. Le collège et le lycée, et il lui paye un voyage aux États-Unis pour chercher là-bas
une université où il peut avancer dans ses études. Et il continue comme ça, les années passent. Il réussit dans ses études, il ne voit pas sa mère pendant des années. Il arrive à l'âge de se marier, il demande à sa mère de ne pas venir, il ne veut pas voir sa femme, il a des enfants, il demande à sa mère de ne pas venir. Et l'histoire elle est longue, mais on va essayer de la raccourcir. Un jour, le fils il était obligé d'aller chez sa mère parce qu'il était convoqué par l'école, parce qu'ils ont fait la fête des fins d'année avec les anciens élèves. Et lui, il est obligé d'aller là-bas. Alors, il dit, bon, c'est une occasion d'aller voir ma mère quand même. Après 9 ans que j'ai pas vu ma mère, il va voir sa mère, il toque, personne n'ouvre la porte. Il y a la gardienne qui elle sort, elle était vieille, il lui dit, qui tu es? Il dit, c'est moi, David. Alors, la gardienne dit, ah, David, viens, descends, j'ai à te parler. Lui, il descend et la femme, la gardienne lui dit, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire, ta mère, elle était malade, il y a 1 mois et demi, elle est morte. Et on a cotisé tous les voisins pour lui payer l'enterrement. Mais comme elle était malade, elle savait que tu vas venir, elle t'a laissé une lettre. Et lui, il a fait couler quelques larmes pour sa mère, il est resté quelques minutes, il est sorti de chez elle pour aller chercher un hôtel. Maman, elle n'est pas là. Quand on ne trouve pas nos parents, toujours... Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la lettre, et en marchant dans la rue, il lit. Cher fils, la lumière de mes yeux, l'amour de ma vie. Jamais tu te demandais comment ça se fait que j'ai pas d'œil. Mais je vais te raconter l'histoire. C'était un jour de Hanouka. On devait aller chez papy et mamie. Papa, il conduisait dans la voiture. Il pleuvait, il neigeait. Papa, il a roulé très vite. Il a fait un accident. Dans l'accident, papa, il est mort sur le coup. Moi, je suis sorti indemne. Et toi, tu as perdu ton œil. Et moi, en tant qu'une mère, j'ai pas voulu que tu sois malheureux, que tes copains, tes camarades à l'école, et ta femme et tes enfants se moqueront de toi ou ils auront honte de toi. Je demandais de faire une opération, de m'enlever un œil et de te la donner. Alors mon fils, je te demande une seule chose. Fais attention à cet œil-là. Surveille-la bien parce que c'est mon œil. Je sais maintenant que tu es en train de réfléchir, mais c'est trop tard. Mais essaye de rattraper avec ta femme et tes enfants l'amour que tu n'as pas su donner à ta mère. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait parce que tu es mon fils et je t'aime très fort. De cette histoire-là, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. Chacun il peut réfléchir tout seul, méditer et comprendre les sous-entendus de cette histoire. Je vous souhaite bracha v'atzlacha et à bientôt. Kol Tov.